Bienvenue à tout le monde dans ce nouveau rendez-vous de la Société française des urbanistes. Donc, on a le plaisir et l'honneur aujourd'hui de recevoir Hélène Planck et Claire Poutaro qui vont se présenter tout de suite sur un sujet vraiment d'actualité qui tourne autour du ZAN, de l'occupation de l'espace, de l'optimisation de l'espace et tout ça illustré à travers un beau projet qu'on va découvrir sans tarder. Donc, comme d'habitude, je vous rappelle que les rendez-vous de la SFU sont filmés, qu'ils sont restitués sur notre chaîne YouTube, SFU-Société française des urbanistes, et que donc, à ce titre, si vous ne voulez pas être filmé ou apparaître dans le film, il faut que vous m'informiez en fait ce week-end de façon à ce qu'on vous enlève de la restitution. Et comme d'habitude aussi, le rendez-vous se déroule en deux temps. Donc, le premier temps de la présentation et puis après le débat. Et donc, je vous invite, comme d'habitude, à tous couper vos micros et vos caméras le temps que Hélène et Claire nous présentent le sujet. Et puis ensuite, on se retrouvera tous pour participer au débat. Voilà, ben Claire et Hélène, je vous laisse l'estrade et j'affiche la présentation. À tout à l'heure. Donc, bonjour tout le monde. Nous sommes ravis d'être avec vous pour ce nouveau rendez-vous de la SFU. Donc, pour me présenter, nous allons d'abord nous présenter. Donc, moi, je suis Hélène Planck, je suis géographe urbaniste et j'ai travaillé tout au long de ma carrière professionnelle dans des collectivités territoriales en Île-de-France. Mon dernier poste a été celui de directrice de l'aménagement et des déplacements dans l'établissement public territorial Est Ensemble, qui regroupe 9 communes et 400 000 habitants aux portes de Paris, en Seine-Saint-Denis. Donc pour ma part, j'ai une structure professionnelle en deux temps. Une première partie était à l'étranger, en Autriche. Je suis de formation architecte et ensuite la deuxième partie de ma vie professionnelle, c'était dans l'urbanisme. J'ai eu la chance donc de travailler à Vienne et au Vorarlberg, donc avec déjà dans les années 85-90, et donc il y avait déjà la notion de développement durable qui était très importante. J'ai monté une agence qui existe toujours, qui s'appelle Poutaro Schneider, et ensuite dans la deuxième partie en 2000. Je suis revenue en France et notamment à Marseille, où nous sommes ici toutes les deux, et j'ai créé l'agence Agir en ville avec Christine Dugontier, qui est sociétaire SFU, elle aussi. Et nous avons travaillé sur pas mal de projets, pas mal en milieu rural et aussi en milieu urbain, dans la région sud. Donc, effectivement, le thème porte sur les réponses, quelles peuvent être les réponses aux contraintes de l'aménagement du territoire en région sud. Donc, une présentation en deux parties, les contraintes d'aménagement que je vais vous présenter. Claire va vous présenter un exemple d'aménagement. Donc, cette première partie va porter sur les difficultés d'articulation entre planification, sobriété foncière et documents d'urbanisme. Il nous semble important d'affirmer la nécessité de remettre aujourd'hui la planification urbaine et le projet urbain au centre du débat. J'ai l'habitude de dire que pour qu'un projet urbain qualitatif sorte de terre, il faut trois ingrédients indispensables. Tout d'abord, une volonté politique clairement affirmée sur du long terme et déclinée par des urbanistes dans des projets urbains. Du foncier disponible, accessible sans trop de contraintes réglementaires, et enfin, un permis de construire qui intègre les deux éléments précédents pour avoir une concrétisation. Il faut également veiller à ce que se mette en place une bonne coordination entre les différents acteurs qui interviennent et notamment ne pas oublier la société civile. Par société civile, on comprend les comités de quartier, les habitants, les commerçants, l'ensemble des personnes qui ont intérêt à l'élaboration d'un projet. La définition d'un cadre de projet urbain contextualisé qui intègre les contraintes imposées par des documents d'urbanisme qui sont aujourd'hui de plus en plus techniques doit prendre en compte aussi également les volets environnement, habitat, déplacement, et ce, autrement que de manière conceptuelle. La sobriété foncière est aujourd'hui une exigence
non seulement porté à travers le dispositif législatif qu'est le ZAN, et qui pourrait bientôt se transformer en TRAS, donc j'explique ce qu'est le TRAS, mais également par la nécessité de repenser la fabrique de la ville. Je rappelle que le ZAN est issu de la loi Climat et Résilience d'août 2021. Il porte des objectifs ambitieux, notamment la maîtrise de la consommation des espaces non urbanisés. Mais ce dispositif est difficile à appliquer. Les décrets d'application sont arrivés au compte-gouttes et pour de nombreux élus, la notion d'artificialisation est complexe à appréhender, notamment lorsque les objectifs de limitation de consommation d'espaces non urbanisés sont présentés à l'échelle du SCOT ou des intercommunalités. Le ZAN a entraîné une réaction forte de certains élus qui ont refusé la notion de régulation foncière et a donc amené le gouvernement à proposer la règle du droit à 1 hectare par commune. Suite à un rapport d'information d'octobre 2024 sur la mise en œuvre des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols, une proposition de loi TRAS, donc TRAS, c'est-à-dire trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux. Et cette nouvelle proposition de loi vise à assouplir le ZAN. On y trouve notamment une nouvelle définition des enveloppes urbaines, qui est beaucoup plus floue que la précédente. Les indicateurs proposés sont moins exigeants. Ainsi, on passe par exemple de la notion d'artificialisation à celle d'ENA, c'est-à-dire les espaces naturels, agricoles et forestiers, et donc on perd un petit peu tout ce qui est autrement plus complexe. Et autre point essentiel, le jalon intermédiaire de 2031 est supprimé. Et il y a effectivement aussi l'ouverture de nombreuses exemptions. Parallèlement, on a constaté que le ministère de la Transition écologique et le Conseil d'État affinent leur doctrine sur ce que l'on entend par consommation foncière. En effet, celle-ci peut être différente selon les acteurs, et il faut également prendre en compte les différents contextes, que ce soit le milieu rural, le milieu périurbain ou le milieu urbain. Cet été, deux décisions importantes vont impacter les documents d'urbanisme. Tout d'abord, le Conseil d'État a confirmé une lecture stricte de la consommation foncière dans une contestation portée par la commune de Cambrai. Ainsi, un terrain peut être classé en zone urbaine et rester considéré comme espace naturel et donc non urbanisable. Cette lecture strictement factuelle de l'urbanisation va donc avoir des impacts importants, notamment pour les communes qui considèrent avoir acquis des droits à l'urbanisation d'un certain nombre de terrains situés en zone urbaine. L'autre décision importante est celle de l'annulation du PLU de la ville de Metz par le tribunal administratif, également en juillet 2025. Le juge a considéré que l'évaluation environnementale était insuffisante, que la consommation foncière était mal estimée et que l'articulation entre le ZAN et le PLUI n'était pas assez explicite. Et enfin, que le public était mal informé. On voit donc ici que le juge administratif n'a pas retrouvé dans ce document la nécessaire articulation entre le diagnostic foncier et le projet de développement et a censuré la ville qui présentait ce projet. Je vous propose maintenant de prendre l'exemple des documents d'urbanisme de la métropole marseillaise. Le SCOT de la métropole est un document approuvé en juin 2025 à l'échelle de la métropole, c'est-à-dire 92 communes et presque 2 millions d'habitants. Le PADD, donc le projet d'aménagement et de développement durable du SCOT, prend clairement en compte les objectifs du ZAN dans son axe 1, en explicitant qu'il est favorable, qu'il veut développer une métropole équilibrée, maintenir les grands équilibres paysagers en recentrant le développement autour du projet de mobilité. Par ailleurs, le SCOT décline ses objectifs en termes de production de logements, qui sont très importants, entre 10 à 12 000 logements supplémentaires par an, entre 2020 et 2040, dont 70% au sein de l'enveloppe urbaine. Ça veut quand même dire qu'il y a 30% de logements hors de l'enveloppe urbaine.
Et donc, on va se poser les questions de comment on va faire pour y arriver. Dans la diapo suivante, on s'interroge sur la... Voilà, donc pardon, cette diapo qui me paraît intéressante, puisque ce sont les enjeux du PADD déclinés dans le document. Ce sont donc des cartes très techniques avec les enjeux qui annoncent les intentions de développement sur le territoire métropolitain. Ce sont donc des cartes de synthèse à grande échelle et on peut s'interroger. Ces cartes sont-elles le résultat d'un débat politique sur les enjeux de la planification du territoire pour les 15 à 20 prochaines années? Ou est-ce simplement la somme des différentes thématiques obligatoirement développées dans un document tel que le SCOT? Quand on regarde cette carte, on est interpellé sur son côté technocratique et en conséquence la difficulté pour les habitants de s'approprier ce document. La déclinaison de ces enjeux dans le PLUI et leur transcription en termes de projets urbains est donc difficile, d'autant que la séparation des compétences entre les communes et la métropole laisse aux élus communaux le volet de l'urbanisme réglementaire et notamment celui de la délivrance des permis de construire. La diapo suivante. Voilà, donc ça c'est ce qu'on précisait. Et donc ce qui serait bien, c'est la carte d'après. Donc voilà, j'ai pris cet exemple parce qu'il me paraît très significatif. C'est donc une carte extrait de la modification numéro 4 du PLUI qui a été mise à l'enquête au début de l'année. Donc dans cette modification numéro 4, la métropole annonce son intention effectivement de définir les endroits où vont pouvoir se construire les 30% de logements en dehors des zones urbaines. Donc, on distingue, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, plusieurs couleurs. En rose, qui est la plus grande partie du territoire, c'est l'enveloppe urbaine. En orange, c'est l'ouverture des zones AU, donc l'ouverture des zones à urbaniser, dont certaines sont à l'intérieur de l'enveloppe urbaine et quelques-unes sont à l'extérieur. En vert, on a le reclassement de zones AU en zone A ou N, donc agricole ou naturelle, c'est-à-dire que la métropole a considéré qu'elle n'allait pas se servir du réservoir de ces terrains pour urbaniser. Et enfin, en rouge, on a le reclassement de ces zones en zone urbaine. La délibération de la métropole préconise qu'une partie de la production des logements neufs donc, se fasse à travers de l'urbanisation des zones AU. Et comme on le voit, l'extension de l'enveloppe est très mesurée, mais cela concerne néanmoins 11 sites, l'ouverture et l'urbanisation, et ce sont essentiellement des secteurs qui sont situés dans les arrondissements nord et est de Marseille. Donc, quand on fait 30% de 10 000 logements, on arrive à 3 000 logements dans des secteurs qui sont éloignés du centre et des mobilités. Et donc, on pose la question, est-ce que c'est la bonne carte pour penser la planification à long terme de la ville de Marseille, qui a notamment besoin d'articuler les quartiers constitués et les quartiers périphériques? Et du coup, si vous voulez, toute cette réflexion nous amène à poser des questions sur la place de l'urbaniste dans ce contexte. Les urbanistes trouvent-ils leur place dans un contexte réglementaire qui évolue très vite, de manière de plus en plus technique, et des documents de cadrage politique où la planification territoriale n'apparaît pas vraiment clairement? Quelques pistes de réflexion que nous souhaitons vous soumettre. Nous pensons qu'il est nécessaire de posséder une bonne maîtrise de l'environnement institutionnel et réglementaire pour pouvoir faire des propositions. Et nous pensons que l'implication des urbanistes est nécessaire dans les débats publics, la participation aux concertations préalables, et notamment les diverses enquêtes publiques pour y apporter un volet qui soit plus qualitatif que technique. Donc, pour ne pas rester simplement sur des éléments techniques, et on a pris l'exemple d'une réalisation à Cagnes-sur-Mer qui montre que cela est possible. D'abord avec une volonté politique claire, du foncier disponible, un mode de réalisation qui permet la maîtrise totale de l'opération, qui est en zone d'aménagement concerté, une bonne coordination entre les différents acteurs
l'intégration de la société civile et un cadre de projet urbain contextualisé qui intègre les volets environnement, habitat et déplacement. Donc, on va vous présenter quelques éléments de l'écoquartier Canebier-Villette, qui est tout proche du centre-ville. Très rapidement, le projet en quelques chiffres, c'est 7 hectares en centre-ville, c'est vraiment accolé au cœur même de Cagnes-sur-Mer, et il y a plus des deux tiers qui sont en espace public. Donc, 70% environ d'espace public, il y a un parc, il y a la Cagne, le fleuve, enfin la rivière, et les espaces publics de l'opération. Et à peu près 30% d'espaces privés, ce sont les îlots bâtis développés par Bouygues Immobilier qui a eu l'appel d'offres. Il y a 65% d'espaces verts avec en plus des toitures végétalisées, des jardins partagés. Voilà. Et dans la programmation pour les îlots bâtis, 344 logements familiaux, 31 logements étudiants, 110 logements seniors. Plus des commerces, on verra après si ça vous intéresse, on a un peu plus de détails. Il y a une estimation à peu près de 300 emplois créés grâce à l'implantation de commerces, bureaux, services de proximité. Donc là, on voit juste un extrait du PLUI sur la partie de la trame verte et bleue. On voit en rouge le périmètre de la ZAC. Sur la partie est, la partie du parc, qui est un parc public, était un peu à l'abandon et ça posait des problèmes aussi, des conflits d'usage. Et on voit un petit point jaune qui est la place Charles de Gaulle, qui est la place vraiment centre où il se passe tous les événements, les discours, les choses importantes de la vie cannoise. Et donc, ce qui est intéressant dans le PLUI, le PLUM, puisque c'est la métropole niçoise, c'est que le travail de réflexion qui avait été fait en amont a été intégré dans cette partie-là et ça a été une base pour le projet qu'on va voir après avec la prochaine diapo. Donc, le point très important de ce projet-là, c'est que la Cagne, donc cette rivière, avait provoqué des inondations vraiment très importantes. Et évidemment, cette ville, comme toutes celles de France et donc particulièrement du Sud, doit répondre aussi aux défis climatiques. Donc, le projet répond à la lutte contre l'inondabilité, donc là, avec la renaturation d'un fleuve côtier. Il y a toute une partie pour la désimperméabilisation des sols, on le verra après un petit peu plus précisément. Une diminution drastique de l'îlot de chaleur parce qu'il y a des espaces publics requalifiés, paysagers et plantés. La réhabilitation d'un parc naturel de centre-ville qui assure aussi, tout en assurant une redynamisation économique du secteur. Et le renforcement du lien intergénérationnel par la mixité des publics accueillis dans ce nouveau quartier qui associe urbanité et nature. Donc, ce qui nous a semblé vraiment important, c'est que ce projet a été largement concerté. Il y a eu 22 séances de concertation et cette dernière année, il y a eu aussi 3 cycles de conférences expliquant pourquoi, le comment. Le projet a été élaboré selon 6 axes déterminants exprimés par le public pour l'aménagement de ce centre-ville et notamment les aspirations qui étaient issues de la période Covid où, comme chacun de nous sait, les espaces extérieurs étaient vraiment importants, où c'était aussi l'endroit où on pouvait rencontrer des gens sans trop de crainte. Donc, tout ce projet, ces 6 axes déterminants, c'était renforcer l'attractivité du centre-ville, développer les espaces verts et la biodiversité, favoriser les déplacements en mobilité douce, développer les activités solidaires et économiques, aménager des espaces en centre-ville pour le bien-être de tous et favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle. Donc, ce qui nous a aussi interpellé, c'était la base de départ, en fait, qui part d'une démarche environnementale vraiment exceptionnelle,
avec bon, le label Écoquartier, mais pas que, ils avaient un agenda 21. Enfin, la réflexion sur le projet a commencé en 2013. Là, elle est en cours. Il y a différentes tranches, on pourra le voir aussi après. Ça a été très soutenu par l'Europe, la région et l'Agence de l'eau, autant, si vous voulez, pour les études préalables qu'ensuite pour les financements concernant la réalisation. On peut passer à la diapo suivante. Là, c'est intéressant. Vous avez ce qui concerne particulièrement la renaturation de la Cagne. Sur les schémas qui sont à droite, vous voyez le schéma en fait, de diffusion de l'eau avant les travaux et donc toute le potentiel d'inondation, si on peut dire. Et sur le schéma qui est en bas à droite, vous voyez, après renaturation de la Cagne, donc il a récupéré son lit, je dirais pas initial, mais enfin beaucoup plus large que les berges avant qui étaient bétonnées. Vous avez le schéma montrant l'inondabilité après les travaux. Ensuite, vous avez quelques photos montrant la Cagne et les berges bétonnées sur la photo du haut. La photo intermédiaire, c'est le chantier, la partie chantier, la façon dont ça a été fait. Et la dernière photo montre l'état actuel. Donc là, c'est un projet intégré au territoire. Pourquoi? Ce n'est pas simplement un projet cannois, mais il fait partie de toute une trame de projets qui sont dans la métropole et pas que, liés d'une part au littoral, puisque bien sûr la Cagne arrive directement ensuite dans la mer, et liés à tous les autres projets métropolitains qui sont en cours, notamment à Nice, mais pas que, enfin toutes les villes concernant la métropole. Donc là, on voit sur la photo de gauche l'état des lieux avant, c'est-à-dire il y a toujours d'ailleurs, il y a un bon gros parking avec 700 places ou 500 places, je crois, imperméabilisées, là au droit de l'autoroute qui est au sud de la photo, sur la photo marquée avant. Et ensuite, on voit sur la projection à droite la situation du projet quand il sera terminé, donc avec le parc des Canebiers qui est situé complètement à l'est du projet. Ensuite, au milieu, la Cagne et le lit de la Cagne qui a été très largement agrandi. Et sur la partie ouest, toute l'extension, enfin toute la construction et la reconfiguration accolée au centre-ville. Donc, c'est une opération qui a été reconnue comme d'intérêt métropolitain au regard de son envergure. C'est la plus grande opération privée qui est sur cette partie-là des Alpes-Maritimes. De la part significative de logements sociaux, du nombre de compétences métropolitaines qui ont été mobilisées pour sa mise en œuvre, au niveau de la mobilité, des espaces publics, du génie écologique, de l'assainissement, de l'éclairage public, de l'habitat, etc., etc. Enfin, il y a tout un nombre de choses. Voilà, on peut passer peut-être à la diapo suivante. Là, on vous montre quelques photos de l'état actuel, les photos que nous avons prises au printemps. Donc, on voit que c'est vraiment un espace de respiration à proximité immédiate du centre-ville. Donc, au fond de la photo, vous apercevez quelques immeubles du centre-ville. Juste devant vous, vous avez le parc des Canebiers. Entre le centre-ville et le parc, on aperçoit un petit peu les bords de la Cagne. Derrière nous, il y a un quartier résidentiel qui était jusqu'alors assez coupé, je dirais, du centre-ville. Maintenant, du quartier résidentiel, vous venez à pied, vous descendez, vous traversez, vous avez ces grandes allées qui longent la Cagne et qui traversent le parc, donc c'est très agréable. La prochaine photo, peut-être on peut voir aussi. Voilà, on voit ces espaces résidentiels. Alors, il y a une partie de bâtiments un peu hauts et derrière, il y a des petites maisons, il y a des équipements. Donc, on relie vraiment ces éléments-là. On peut passer peut-être à la photo suivante. Voilà, on voit les accès, on voit comment a été traitée la topo, le fait que, bon, on descende. C'est très agréable quand vous êtes sur l'escalier, vous descendez, vous avez une vue vers le centre-ville, vous savez où vous allez. Voilà, on peut passer peut-être la photo suivante. Là, on voit le rapport direct, le dialogue avec le centre-ville et les quartiers avoisinants. Et donc, on est là, là où il y a les ganivelles, on est le long de la Cagne. Et les personnes là, qui marchent sur les allées vont vers le centre-ville. On peut passer à la prochaine photo. Et là, on voit
la renaturation de la Cagne et donc l'anticipation du risque inondation. Voilà. Là, ensuite, il y a une dernière diapo. Donc, la question pour commencer le débat avec vous tous, c'est comment les urbanistes trouvent-ils leur place dans ce contexte réglementaire qui évolue très vite et qui est de plus en plus technique. Bien, merci infiniment. Merci beaucoup Claire et Hélène pour ce rapide mais très stimulant exposé. Il y avait encore quelques slides après, mais je suppose que c'est pour animer le débat. C'est pour, voilà, exactement. D'accord, d'accord. Alors à ce moment-là, écoutez, alors je vous invite toutes et tous à rebrancher vos micros, vos caméras, enfin tout ce que vous pouvez. Et moi, je vais également arrêter le partage pour vous retrouver.